C'est mercredi, et comme tous les mercredis, dans le podcast AWS en français, on parle d'inclusion, de diversité et d'équité, aujourd'hui avec Ségolène Dessertine Panhard. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, le mercredi, Women in Tech, c'est notre sujet. On parle inclusion, diversité, je l'ai dit, équité également. Soit avec des femmes qui ont eu des carrières, qui ont des carrières inspirantes dans la tech, soit avec des hommes qui sont des alliés. On parle de comment créer des environnements de travail, des ambiances au travail qui sont plus inclusives, plus diverses et plus variées. Et pourquoi on le fait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez déjà si vous suivez les vidéos, les podcasts et les autres matériaux en ligne d'AWS, voire même des conférences comme au Summit. C'est Ségolène Dessertine Panhard. Merci d'être là. Tu es Research Science Manager dans le Generative AI Innovation Center, ça fait beaucoup d'anglais pour un podcast en français. Tu vas nous expliquer ton rôle. Ségolène, merci d'être là. Quand je disais que les gens te connaissent, peut-être qu'ils se souviennent d'une série vidéo que tu avais fait avec Julien Simon pendant 2 ou 3 saisons. C'était les vendredis de SageMaker, c'est ça? Il y avait je mets les liens sur la playlist dans les notes du podcast, mais une fois par semaine, vous parliez de SageMaker avec Julien? Exactement, les SageMaker Friday, donc oui, les vendredis de SageMaker, et l'idée, c'était vraiment d'aider les clients d'AWS et même les utilisateurs d'AWS à comprendre toutes les subtilités du service SageMaker. Et donc voilà, c'est mon rôle depuis 6 ans maintenant chez AWS, c'est vraiment d'aider les gens qui veulent faire de l'IA sur le cloud, leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc, comme tu l'as dit, je suis aujourd'hui Senior Science Manager au sein du Generative AI Innovation Center à Tchoum. Ça veut dire quoi? C'est quoi ton boulot au quotidien? Explique-nous, traduis-nous ça en des mots qu'on peut comprendre. C'est exactement ce que me dit ma grand-mère. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement? Dans le cloud. Non, l'idée, c'est vraiment d'aider des clients à maîtriser la technologie. Donc là, le Generative AI Innovation Center, c'est un programme d'AWS, un investissement de notre part, où on aide les clients à créer, à penser par rapport à leur cas d'usage, comment ils pourraient être résolus par l'IA générative et les aider à déployer la solution dans le cloud. Voilà. Et donc, tu travailles vraiment avec des clients très concrètement, je suppose que c'est les grandes entreprises en Europe, sur leur cas d'utilisation concret, métier, et ce qu'ils font spécifiquement sur Generative AI, maintenant plus nécessairement sur le machine learning. Alors, on reste quand même là, parce que l'IA générative, ça reste de l'IA, mais effectivement, aujourd'hui, on a un focus très important sur l'IA générative, qui a effectivement une demande de plus en plus forte. Mais moi, je suis arrivée dans le cloud il y a 6 ans. On parlait maintenant de ce qu'on appelle de l'IA traditionnelle. Traditionnelle. Ça me fait rire aussi. C'est vieux. Oh là. Comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Donc, c'est ça parfois. Et donc, voilà, effectivement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est mon métier. Et comment t'en es arrivé là, chez AWS, mais à être experte en IA, qu'elle soit traditionnelle ou générative? Alors, si je te dis que c'est grâce à des petites culottes rouges... Alors là, l'histoire m'intéresse. Parce que le lien n'est pas nécessairement évident à faire. Mais restez avec nous, vous allez comprendre comment, de petites culottes rouges, on en arrive à être expert IA. IA générative, exactement. Donc, moi, mon background est un petit peu non traditionnel. J'ai pas forcément fait des écoles d'ingénieur. Moi, j'étais vraiment, jusqu'à il y a 10 ans environ, j'étais dans le monde de la finance des marchés, dans la finance quantitative. Ma recherche, j'étais professeur à l'université de New York, dans un département à la Polytechnic School de NYU. Et donc, mon domaine de recherche, c'était les aspects de volatilité stochastique sur les marchés financiers, c'est-à-dire comprendre comment les séries temporelles, le risque, un truc un peu chiant. J'ai un très mauvais souvenir de stochastique à l'université. Pour moi, c'était les mouvements erratiques de particules d'eau sur une surface plane et il fallait calculer ces mouvements, etc. Et tu crois que la série temporelle a un cours d'action peut en fait suivre un mouvement complètement stochastique. Tu ne sais pas si demain elle va augmenter ou descendre. Et donc, voilà, je travaillais sur des modèles de modélisation financière sur ces choses-là. Et je parlais avec des copains un soir pendant un apéro sur un peu ce que je faisais. Pareil, quand ils me demandaient mais qu'est-ce que tu fais de la finance stochastique, qu'est-ce que c'est que cette bête? Et j'expliquais j'essaie de comprendre un peu, de prédire comment les cours financiers vont évoluer. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de machine learning. Les modèles de prévision tels qu'on les connaît maintenant, c'était pas du tout dans ton champ à ce moment-là.
Pas du tout. Moi, j'appelais ça de la mathématique financière. J'appelais ça de la statistique. On commençait à parler un peu de big data, mais on n'était pas du tout sur du machine learning comme on connaît aujourd'hui. Et donc, je leur explique un peu ce que je fais. Et là, mon copain me regarde. Lui, il est en train de monter une start-up qui voulait de lingerie. Parce que sur le marché américain, les femmes américaines aiment beaucoup la lingerie. Et ils voulaient concurrencer une marque bien connue où à l'époque, il y avait des anges on peut le dire, Victoria's Secret, voilà, qui est la grande marque de lingerie aux US. Oui. Exactement. Et donc, je lui explique un petit peu ce que je fais sur les cours financiers, mais il me dit, attends, mais tu sais, moi, j'ai des gros problèmes. Enfin, en tout cas, il voulait essayer de mieux prévoir la consommation de la lingerie sur donc cette startup voulait se concurrencer avec Victoria's Secret, avait des prévisions, avait commencé à avoir plein de données, etc. Et il disait, on a cette ensemble de données, on commence à stocker ça sur le cloud, c'est intéressant, et on voudrait que tu nous aides à mieux prévoir nos ventes et aussi à un petit peu mieux cerner, parce qu'on a l'impression qu'on sait qu'il y a des types de personnes, on vend énormément de petites culottes rouges, mais voilà, on voudrait que tu nous aides à mieux comprendre, parce qu'on a des problèmes de stock entre notre offre et la demande. Je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu penses que je vais... quelle est ma valeur ajoutée là-dessus? Moi, je te parle de finance stochastique. Il dit, écoute, je te donne accès à mes données et puis tu vas me dire si jamais tu t'amuses un peu, tu regardes, on n'attend rien, mais voilà, on pense que l'IA peut nous apporter de la valeur. Ce que tu me dis, ça me parle, donc essaie, regarde nos données. Et donc, il me donne accès à cette BigQuery, et donc je commence à regarder, je me dis, mais en fait, ce que je suis en train de faire sur mes fonds monétaires, etc., ça peut être appliqué à des prévisions différentes sur des choses complètement différentes de mon cœur de métier. Et donc, je suis arrivée en faisant des études. Donc, moi, j'étais à la base sur R. Hein. Il y avait encore à l'époque, c'était Python versus R pour faire de l'exploit et pour faire ce genre de choses. Et donc, je leur ai fait des sorties. Et là, je vois le marketing qui commence à être super intéressé, les mecs de la supply chain, de la provision, etc., super intéressés. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, c'est au fur et à mesure, les choses commencent à s'appeler machine learning, intelligence artificielle, alors c'est encore de la statistique, hein. Mais, et voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, j'ai vu que l'infini des possibles, le champ des possibles devenait immense avec l'application de concepts de statistiques sur des différents types de données. Et c'est comme ça qu'ensuite, je suis rentrée chez AWS et que j'ai commencé à faire des choses avec la computer vision, du NLP, etc. À l'époque, c'était encore il y a 6 ans, mais on était sur des aspects très traditionnels. Et puis, au fur et à mesure, avec l'innovation, on est passé sur l'IA générative, qui sont quand même, je voudrais... c'est toujours des statistiques, hein? Exactement, c'est des modèles autorégressifs, c'est ce que je faisais avec... Alors, c'est maintenant à scale, avec une plus grande échelle, mais on reste dans l'autorégressif, avec de la probabilité de distribution. Voilà, oui, un mot. T'as pris quelques raccourcis quand même, parce que t'avais aussi enseigné au NYU. Oui, j'ai enseigné, j'étais professeur full-time sur tous ces aspects de modélisation financière. Et t'es passé de la start-up directement à AWS, c'est ça? En fait, j'ai fait le gros saut. Je suis passée, oui, effectivement, du gros académique à AWS en faisant une petite période de consulting aussi à mon compte lorsque je suis rentrée des États-Unis. Et c'est là aussi où j'ai vu que, effectivement, des petites culottes rouges, je pouvais aussi parler avec des entreprises d'assurance qui voulaient... pareil, à ce moment-là, les gens avaient commencé à avoir des données, se disaient, il y a des choses à faire et on avait besoin d'experts, entre guillemets d'experts, hein, parce que c'était encore des champs assez récents de compréhension et de faire parler la donnée. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, je suis arrivée à cette position. C'est vrai. Et la question que tous nos auditeurs se posent maintenant, c'est est-ce que les ventes de petites culottes rouges ont augmenté ou est-ce qu'elles ont été mieux desservies en matière de stock après ton passage? Alors, c'est ce qui était très intéressant. Plus tu vieillissais, plus t'achetais des culottes rouges. C'était assez amusant en plus la transition. Donc, quand les jeunes clientes achetaient que des petites culottes blanches mignonnes, et plus tu vieillissais, t'achetais des culottes rouges. Oui, l'histoire c'est très très bien fini. La startup s'est faite racheter par Victoria's Secret et donc. Carrément. Carrément sur le succès des prévisions des culottes rouges. Raccourci, hein, mais non, voilà.
À côté de ton volet activité face aux clients et pour conseiller les clients, tu as beaucoup d'activités internes aussi pour éduquer les autres personnes d'AWS ou pour représenter AWS quand on a besoin de speakers pour éduquer, pour vulgariser, pour expliquer ces technologies dont on te retrouve régulièrement speaker au Summit AWS. C'est une partie de ton job que tu aimes bien aussi, l'aspect public. On a parlé des vidéos avec Julien aussi en intro. Voilà, moi j'étais prof avant, donc j'ai vraiment j'adore communiquer, j'adore expliquer. En fait, et ça c'est quelque chose que j'ai appris en tant que prof, c'est que tu vois, pour 1 heure de cours, il me fallait à peu près 3-4 heures de préparation et d'arriver d'expliquer de façon simple. En fait, pour verbalement expliquer de façon simple, ce qui est assez complexe, je trouve que c'est une expérience vraiment très enrichissante. Je suis encore professeur associé à Dauphine depuis 4 ans maintenant, où j'enseigne aussi aux étudiants des masters des choses un peu complexes, le cloud, qu'est-ce que c'est, et je trouve que ça me donne lieu à des échanges, ça permet aussi d'avoir des différentes perspectives, parce qu'il y a des questions, ensuite l'audience arrive et te pose des questions, ça te permet aussi de réfléchir par rapport à ta propre pratique, et donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Alors, c'est pas forcément évident de se retrouver devant parfois des centaines de personnes, de parler sur un temps assez restreint, mais je pense que c'est extrêmement important de pouvoir communiquer, de dire ce qu'on fait, c'est super. Enfin, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est super de l'expliquer aux autres et de donner aussi parfois peut-être faire naître des vocations à des personnes qui se disent en fait ça a l'air tellement facile que j'ai envie d'y aller et puis voilà. Mais pour pouvoir expliquer quelque chose et que ça ait l'air facile, il faut le maîtriser soi-même, il faut le comprendre soi-même. Alors moi aussi j'ai fait 3 ans chez AWS Training à donner des cours à AWS, donc c'est pas le même background académique que toi, mais ça obligeait à comprendre les mécanismes des choses qu'on parlait très 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 en détail pour pouvoir l'expliquer, le régurgiter comme je dis simplement, et puis répondre aux questions qui peuvent partir dans tous les sens. On sait jamais, c'est la jungle, les questions, on sait jamais ce qu'on va avoir. Dans cette série Women in Tech, on parle d'inclusion et diversité. Est-ce qu'en tant que femme dans la technique, dans les maths, tu as eu des challenges spécifiques ou des obstacles spécifiques, ou au contraire pour toi c'est un parcours plutôt fluide et normal sans te poser de questions? Alors je suis quelqu'un de très optimiste, donc à chaque fois je fonce. Non, très honnêtement, moi je trouve que ça fait pratiquement maintenant 15 ans que je travaille. Il y a forcément des obstacles, mais je pense que c'est pas une question de genre. De genre. Moi je trouve aussi que, et je vais être très honnête, moi dans le monde de la finance, je trouvais que c'était beaucoup moins ouvert que Wall Street ou des choses comme ça. Là, j'ai eu, je me rappelle des conversations dans des hedge fund où je me disais effectivement qu'il y avait un ressentiment un petit peu on n'est pas sur le même niveau, mais je trouve que le monde de la tech pour le coup s'ouvre énormément. Il y a même une accélération. Moi, lorsque je suis rentrée chez AWS il y a 6 ans, j'étais la seule femme tech sur le floor à l'étage, et là en l'espace de 6 ans je vois qu'il y a une diversité qui s'est créée, de plus en plus de femmes qui sont dans les rôles tech, qui sont solution architectes, qui sont data scientists, etc. Et je vois qu'il y a vraiment une évolution marquante. Je me dis, je me vieillis. Là, je suis capable de voir depuis 6 ans une amélioration vraiment sur ces aspects-là. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a un aspect un peu nombrilistique de regarder ce qui se passe dans le monde IT, mais tu dis que dans la finance c'est encore pire, il y a moins de femmes dans ce type de job très technique dans la finance. Ah oui, il y avait moins de femmes. Puis tu vois, par exemple, aussi, j'ai travaillé, j'ai plusieurs vies. J'ai travaillé un jour au Parlement, j'ai travaillé 1 année comme chercheur au Parlement européen. Ça, c'était à mon avis une très bonne image. C'est que tu vois, j'allais donner une conférence sur la problématique, sur l'influence de la régulation sur les bilans bancaires des banques après la crise des subprimes. Et j'étais sur le devant de la porte de la salle en train d'accueillir les gens. Et il y a un mec qui quand même me garde son manteau en pensant que j'étais... Et il m'a dit que j'étais en fait la speaker, tu vois. J'ai jamais eu ce genre de situation dans la tête. Et donc je l'ai regardé, j'étais avec son menton, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Et quand il m'a mis à présenter au tableau, à me faire mes trucs de maths. Ah, il devait se sentir mal après le monsieur. Voilà. Comme c'est embarrassant comme situation pour les pour deux. Les deux d'ailleurs.
Et alors, tant qu'on est dans les différences culturelles, tu as travaillé aux États-Unis, en Europe également. Est-ce que tu sens une différence culturelle entre les deux continents? Je pense que encore une fois, il y a un respect vraiment, je trouve. Après, voilà, effectivement, il y a peut-être des différences, mais non, moi, je trouve que c'est encore une fois, il y a une ouverture de plus en plus qu'il n'y avait pas encore. Alors, tout n'est pas parfait, hein, parce qu'effectivement, c'est en tant que femme, quand on se travaille, quand on a en plus des enfants, il faut arriver à jongler. Ça peut être parfois le grand bordel. Chez moi, ça peut être le grand bordel. J'ai 3 enfants en bas âge. Plus effectivement des projets qui me passionnent, donc voilà, il faut arriver à jongler. On n'est pas forcément voilà, il y a des moments où on est parfois un peu fatigué, mais ça se fait, ça se gère. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai une fille. Tu dis, t'en as 3, donc statistiquement, il y a au moins une fille dans tes 3. J'en ai 2. T'en as 2. Quels sont les conseils? Alors, elles sont trop jeunes maintenant, mais quels sont les conseils pour les plus jeunes éventuellement qui nous écoutent, ou les parents de plus jeunes? C'est peut-être plus probable qu'on ait des auditeurs qui sont parents de jeunes filles ou d'adolescentes qui doivent faire des choix. Comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants et les faire évoluer sur des métiers de la tech, si c'est ça qu'ils ont envie de faire? Évidemment, je ne parle pas de les forcer, mais en tout cas, annuler les biais ou les réticences qu'elles pourraient avoir. On le voit, hein, d'ailleurs, qu'effectivement, les jeunes filles, etc., sont encore, même si aujourd'hui on a une amélioration, sont encore parfois en train de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça va être... Et je pense que une des premières choses à faire, et nous en tant que parents, ou en tout cas comme éducateurs, c'est d'aider aussi les jeunes filles à enlever leurs propres biais ou les propres appréhensions qu'elles se créent. Ça, je pense que c'est un point en disant, évidemment, tu es capable, évidemment que tu vas être capable de coder, n'aie pas peur. Et ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut l'aider, de le répéter. Allons-y. Et il faut pas. On se met souvent aussi des barrières quand, en tant que femme, en se disant, oh là là, moi je me rappelle. Je serais pas capable. C'est pas fait pour moi. Oh là là, etc. Et en fait, non, ça se fait très bien. Je pense, et ça c'est aussi quelque chose, tu vois, je dis souvent à des jeunes filles qui viennent me dire en disant, attends, t'arrives dans un avion, t'entends le pilote qui te dit, je suis désolée d'être là. Merci beaucoup, c'est un honneur. Bon, alors, je suis pas sûre qu'on va y arriver, mais j'ai fait mon mieux. T'arrives dans l'avion et t'entends le pilote qui te dit ça, tu dis, attends, je suis arrivée pour un autre avion. Moi, je veux quelqu'un qui me dise, ouais, super, il va y avoir un peu de turbulence, mais vous inquiétez pas. Et voilà, et je pense aussi qu'on a souvent le biais nous-mêmes de s'excuser. Alors, on parle vraiment énormément du syndrome de l'imposteur, mais je pense que les nanas, oui, on est là en train de se dire, oh là là, on se met dans nos petits chaussons, on essaie de se dire, oh, qu'est-ce que je fais là? Ils se sont trompés, on s'est trompé, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Non, on y va, et on a confiance en soi, et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas forcément naturel, et notamment sur des métiers très tech, où on se dit, oh là là, quelqu'un va voir, va voir. Bon, voilà. C'est pas forcément naturel, tu disais. Oui, voilà, je sais pas, il y a eu un. Ah non, mais dans ma vidéo. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas forcément naturel, tu disais. Mais c'est marrant parce qu'on parle. On a commencé cette série il y a 2 mois à peu près, et dans chaque épisode, il y a quelqu'un, moi ou mon invité, qui mentionne le syndrome de l'imposteur. Tu penses qu'il est plus fort chez les femmes que chez les hommes? Parce que nous aussi, et surtout chez AWS, je sais pas, quand on arrive dans ce genre d'énormes compagnies et où il y en a des tas de gens brillants autour de nous, j'ai eu l'occasion de faire de voir tes talks, etc. Je me dis, mais pourquoi je suis là, moi? Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur par rapport à toi, par exemple, avec un parcours académique, théorique, une connaissance profonde de cette technologie-là. Est-ce que les femmes ont plus le syndrome de l'imposteur que les hommes? Désolé, ma question était longue, mais on peut la résumer comme ça. Bon, après, je suis pas un mec, mais en tout cas, je sais pas comment je fonctionner. En revanche, non, je pense qu'effectivement, il y a un syndrome de l'imposteur, parce qu'après, c'est aussi une histoire qui existe sur les métiers tech. À la base, c'est les garçons, d'autres métiers sont ouverts aux femmes. Je pense que oui, le syndrome de l'imposteur, il y a vraiment un problème de manque de confiance, mais c'est aussi, tu vois, à l'époque, j'étais très bonne en maths, il y avait le choix d'aller en prépa scientifique ou en prépa ce qu'on appelait HEC, plutôt commercial. Les filles allaient en prépa HEC, les garçons allaient il y en a qui vont être horrifiés, mais c'était aussi un petit peu une tradition qui existe. Et on se dit, attends, si jamais je franchis, même je me rappelle mon école de commerce quand j'avais commencé
faire de la finance. C'était quand même aussi des métiers qui étaient beaucoup plus destinés aux garçons, etc. Et donc, on est toujours en train de se dire, oh là là, mais en fait, il y en a qui font beaucoup mieux, il y en a qui communiquent mieux aussi. Et puis voilà. Mais je pense que voilà, les choses changent et il faut effectivement aider à faire évoluer la société sur tous ces aspects-là. Et qu'est-ce qui t'a encouragé à franchir ce pas? C'est un milieu familial, des exemples autour de toi, l'encouragement de tes parents Ouais, c'est ça, c'est tout ça. Donc, effectivement, un environnement familial aussi. Mais au début, moi, mes deux parents ont fait du doctorat. Au début, je ne voulais pas en entendre parler. C'était le truc. Il y avait le je ne vais pas faire comme papa et maman. Ah oui, exactement. C'était la réaction à tout ça. Maman, mais ça, c'est à 13-14 ans, c'est l'adolescente rebelle en toi qui parle. Oh, mais jusqu'à 25 ans, 30 ans, j'étais une rebelle. Restée adolescente. Non, et puis après, effectivement, aussi, dans des conférences à la fac, à l'université aussi, j'ai eu la chance de croiser des professeurs. C'est comme ça que j'avais commencé à coder sur SPSS. Et ça, c'était, voilà, on est juste sur un dinosaure, mais c'était des logiciels qui étaient enseignés aussi par des profs femmes et qui, tu m'as montré un peu que ça, oui, tu pouvais, c'était pas forcément que des profs de finance, c'était des nanas qui expliquaient comment ça fonctionnait, qui nous aidaient aussi beaucoup. Et donc, voilà, je pense aussi des communautés qui se mettaient en place. Et oui, je pense qu'il faut être entouré pour garder. Il faut pas hésiter aussi à demander de l'aide et à se rendre compte qu'effectivement tout le monde est un peu dans le même bateau. Moi, je me rappelle mes premiers jours chez AWS, j'étais là mais terrifiée en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Et puis je parlais avec les SA qui me disaient non mais tu sais nous aussi on a quand même même si on montre pas on a c'est là où j'avais découvert le FOMO. Alors le solution architect appelait ça le fear of Missing out. Missing out, exactement. Et donc, des architectes que tu connais aussi, m'avaient dit ça, je t'ai dit, ah ouais, donc vous aussi, moi j'appelle ça le syndrome de l'imposteur, mais vous appelez ça le FOMO. Et en fait, voilà, tu sais, tu relativises en te disant, bon, tout le monde est en fait, ouais, et puis il faut aller de l'avant, toujours. Ouais, tout le monde apprend et puis voilà, être expert, c'est juste avoir quelques semaines d'avance parfois sur ceux qui ne le sont pas et d'avoir un tout petit peu plus d'expérience. Comment est-ce qu'on en vient à apprendre C'est une question peut-être un peu bateau. Comment est-ce qu'on en vient à apprendre des langages de programmation quand on est dans une école de commerce ou quand on sort d'une école de commerce? Il y a quand même alors, tu avais une appétence pour les maths et donc la logique quand même, mais il y a un gap là. Comment tu l'as bridgé? Comment tu l'as rempli ce gap? Avec beaucoup de temps, beaucoup de boulot. Non, tu vois, en fait, effectivement, et ça, je pense que c'est de la curiosité, c'est qu'au début, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces aspects-là, c'était au niveau des subprimes, tu vois, dans la crise des subprimes, où tu commençais à te dire, tu avais des rumeurs, c'était les marchés financiers qui s'effondraient, on mettait en avant aussi beaucoup les agences de notation en disant, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent sur les marchés, ça fait des grandes paniques, on parlait du cliff effect, où tu as tous les motos qui sautent en même temps de la falaise. Et moi, à ce moment-là, j'étais stagiaire dans un fonds de financier qui s'occupait un peu de ça. Et je me rappelle, tu vois, et c'est aussi, je pense que là, c'est pour les auditeurs hyper important, c'est les rencontres qu'on fait au fur et à mesure. Il faut toujours se dire, attends, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Et moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui travaillait dans une agence de notation, qui m'avait dit, attends, si tu veux faire de la recherche, si tu te poses des questions, regarde un petit peu, essaie de mesurer un peu l'influence d'une agence de notation sur les marchés financiers, regarde un petit peu comment ça peut se faire, qu'on ait des métriques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est aussi quelque chose les métriques, voilà, c'est quelque chose d'important. Et alors, au début, moi, je m'étais dit, tu vois, pareil, en me disant, oui, effectivement, j'avais commencé à retrouver des données, etc. Et puis, je m'étais dit, bon, j'ai trouvé un ingénieur qui va me faire les analyses et puis, comme ça, je pourrais interpréter les résultats. Et puis, au final, ça, c'est aussi un truc que tu vois, c'est que, quand même, on est jamais mieux servi par soi-même. Et puis, toujours, il y avait un ingénieur qui avait pas le temps, et puis voilà, qui avait un autre langage de programmation. Moi, j'étais encore en train d'essayer de faire du code sur Excel avec des VBA, tu vois. Donc, c'est ce que j'avais vu. Je me suis dit, bon, ça m'a l'air d'automatiser un petit peu les calculs sur Excel. Et donc là, moi, j'ai un ingénieur qui me dit, mais attends, écoute, regarde, et ça, je parle des choses qui viennent de 15 ans, quelque chose comme ça, qui me dit, mais attends, mais laisse tomber tes Excel, tes VBA, tes machins, parce que j'ai acheté des bouquins, tu vois. How to be expert in VBA. Exactement, avec des formules. Il me laisse tomber tout ça, regarde un peu l'open source. Il y a des trucs qui se créent en ce moment où ça te facilite un petit peu les coding, où tu as des librairies qui sont montées par la communauté. Regarde des langages comme R ou Python.
Et tu vas voir, tu vas trouver. C'est là aussi que j'ai découvert Stack Overflow, des choses comme ça, où tu vois, la notion de communauté. Je me suis dit, mais c'est vachement bien ce genre de truc, plutôt m'emmerder sur des procs, des boucles VBA qui marchaient jamais, qui plantaient. J'étais aussi passée sur un autre truc qui s'appelait SAS, où c'était des procédures, ou pareil, c'était vraiment un langage absolument pas fluide. J'ai découvert R et Python. Et donc là, j'ai pris effectivement un peu de temps pour me former, j'ai pris 1 an sur mon doctorat à faire que ça, non-stop, à me dire, bon, bah, attends, il faut que j'arrive à maîtriser. Voilà je savais pas que ça s'appelait la working backward attitude, mais voilà, je me disais, bon, bah, attends, c'est là où je vais aller. Je vais arriver là. Je suis là. Donc là, on peut parler de l'Himalaya, et moi, j'étais au 20 000 lieues sous la mer. Faut que j'arrive là-bas. Ce dont j'ai besoin? Donc, j'ai besoin d'avoir un background statistique pour comprendre comment on peut mesurer les choses. Et voilà, j'ai besoin d'avoir un langage qui va m'aider avec travailler sur une machine avec des données, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté. Alors, tu me verrais, ma liste, c'était un peu sur le début d'Amazon. Enfin, pas le début d'Amazon, mais c'était là où je pouvais acheter des livres, les bouquins. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai découvert Amazon. Acheter des livres de stats en anglais pour le code, etc. Et c'est là où j'ai commencé ce long projet de data science. C'est un rabbit hole, c'est le trou du lapin dans Alice au pays des merveilles, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, après, t'as mentionné BigQuery tout à l'heure, donc c'était c'est toujours le produit de Google, c'était probablement le début des clusters Hadoop et des choses comme ça, et donc chaque fois que t'apprends un truc, tu dois apprendre quelque chose en plus, et encore en plus. Etc. Et surtout, c'était là où j'avais découvert les systèmes de recommandation aussi d'Amazon. Tu te dis, mais attends, et tu parles d'un Hadoop cluster, j'ai acheté des trucs Big Data sur R, parce que voilà, c'était encore une fois, j'étais sur R à l'époque, et puis dans la recommandation, tu avais Hadoop, comment on s'attaque des clusters Hadoop avec R, etc. Et donc, comme ça, tu les achetais, c'est bien. Je l'ai imité, je me disais, mais attendez, effectivement, là, il y avait le faux mot. Clairement. Quand tu commences à toucher la Hadoop cluster, tu te dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et donc, c'est des connaissances comme ça qui s'engrangent. Et puis tel framework, et puis tel autre langage de programmation, Scala probablement dans ton cas. Et donc, pareil, moi, j'achetais aussi le livre, je me disais, attends, Scala, c'est quoi ce truc? J'achète du Scala, je le lis, j'avais du coup une très belle bibliothèque qui me faisait peur aux gens qui avaient des parents qui venaient me voir chez moi. T'as vraiment lu tout ça? Alors si, parce qu'en plus je suis de la belle école, je suis en stabilité tout avec des notes partout. Donc oui, c'était écrit, je faisais des fiches, j'ai fait un certain nombre de bonnes élèves. Donc tous les livres sur Scala étaient synthétisés avec des fiches et des couleurs partout. On parle inclusion, diversité, équité dans le monde du travail, dans le monde de la tech. Quels sont tes conseils pour les hommes qui nous écoutent, qui sont statistiquement en majorité dans ce podcast qui a vocation plutôt technique, et c'est pour ça qu'on parle de Women in Tech et d'inclusion et de diversité. Comment rendre une société, si on vit grand, ou déjà une société, la société au sens de la collectivité, ou une entreprise, une ambiance de travail plus inclusive, diverse et égale? Je pense qu'il faut écouter, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça, tu vois, dans mon métier de manager, c'est quelque chose pour lequel moi je suis très attentive. C'est écouter, avoir aussi un œil, essayer d'être le plus objectif possible, se dire bon voilà, il y a aussi de plus en plus il y a une volonté de privilégier le bien-être, l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Moi c'est des aspects aussi qui sont extrêmement importants. Je me dis, j'ai 3 enfants en bas âge, je veux être là pour eux. C'est pas pour ça que je fais pas mon travail. Et que, voilà, faut s'enlever des préjugés que si on n'est pas au bureau toute la journée de 9h, de 8h du matin à 8h le soir, on peut quand même faire énormément de travail. Donc ça aussi, les aspects de travail, de télétravail, c'est extrêmement important. C'est pas avoir peur du changement. Et ça, c'est aussi, on l'a vu pendant le Covid, il y a des entreprises qui sont allées dedans et puis après ils se sont dit, oh là là, en fait, les gens ne font rien. C'est faux. Moi, j'ai jamais autant travaillé pendant le Covid. J'étais chez moi. Et donc, voilà, je pense qu'il faut être à l'écoute et se dire que voilà, c'est pas parce que le présentiel, des aspects comme ça, voilà, d'écouter comment arriver à des équilibres vie perso, vie professionnelle, et voilà. Et après, je pense aussi d'empathie, exactement, c'est ça. C'est le mot que tu cherchais. Mais c'est ça, mais moi aussi je suis un peu évaporée. Mais et après aussi se dire que
voilà, de l'empathie, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est tes conseils pour les hommes qui nous écoutent, pour les femmes qui nous écoutent? Ah, magnétatoire, allez-y, franchement, c'est trop cool. Et qu'on a le droit de se planter. Et ça, justement, aussi, je pense que c'est un truc, c'est que se planter, ça fait énormément grandir. Et je pense qu'il faut avoir une attitude positive. Et c'est trop cool d'apprendre de ses échecs aussi. Ben, on aurait eu un bel exemple de ton attitude positive pendant cette conversation. Merci Ségolène. Je retiens rencontre, opportunité, empathie, ne pas avoir peur de se planter. Les 4 sujets dont on a parlé, en plus des petites culottes rouges. Si vous prenez le podcast jusqu'à la fin, revenez au début. Ouais. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Merci Ségolène. Merci à Nasma également qui m'aide à préparer ces épisodes Women in Tech au fil de l'eau. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. On parlera... ça sera bien technique vendredi. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 jours, c'est vendredi. On parlera de Smithy, un langage de définition d'API et de génération de code. Enfin, on vous expliquera ça. Un sujet très différent. Tu t'abonnes au podcast, tu le recevras automatiquement dans toutes les bonnes applications de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.